Septième semaine. Pensée juste. Ouvrez les guillemets. Pour être heureux par la nature, il faut avoir reçu d'elle une sensibilité inaltérée, qui est le plus grand de ses bienfaits. Or, bien penser est une condition indispensable pour arriver à bien sentir. Fermez les guillemets. Wieland. La vie est de la pensée transposée en acte. Nous avons déjà reconnu, parce que nous avons appris jusqu'ici, que nous ne pouvons pas vivre droitement sans connaître et suivre les règles de la pensée. Nous allons donc nous mettre, sans tarder, à l'étude de ces règles. Nous n'entendons pas le fait de penser comme un simple enchaînement des idées, mais comme une façon consciente de diriger celles-ci, d'en régler le cours et d'en être maître, contrairement à la plupart des gens qui semblent aller à la dérive de leur courant mental. Nous entendons par pensée juste un mode de pensée qui nous mène toujours plus haut vers une augmentation constante de notre force, vers le bonheur, la santé, le succès, vers une ascension triomphale dans la vie, vers l'harmonie avec l'univers. La pensée juste est comme le marteau du forgeron de l'âme, et son outil le plus important. Les pensées ne sont donc pas seulement le moyen d'appréhender les choses et les êtres du monde qui nous environnent, mais sont aussi des forces à l'aide desquelles nous pouvons agir sur nous-mêmes et sur les choses, en les transformant. Nous nous occuperons donc avant tout ici de la pensée, non comme moyen de comprendre, mais de maîtriser le monde, et non de son mécanisme, mais de son dynamisme. Les pensées ne sont pas seulement des moyens de connaissance, elles sont créatrices. Nous devons donc apprendre à penser consciemment en créateur et reconnaître que ce ne sont pas les circonstances extérieures qui déterminent notre bonheur, mais bien nos pensées. Chaque pensée, bonne ou mauvaise, influence notre monde intérieur et le monde qui nous entoure. Une façon de penser erronée est cause d'une grande partie des souffrances et des misères humaines. La pensée erronée est pessimiste, incohérente, malsaine, sans but. Elle coupe les cheveux en quatre et mène peu à peu vers le manque d'unité intérieure, de but, d'énergie, de maîtrise de soi, vers l'absence de volonté, le détraquement nerveux, l'agitation, la poltronnerie, l'inquiétude, l'obsession et les échecs. Penser juste, c'est au contraire. 1. Penser complètement. La plupart des gens restent à mi-chemin de leur faculté de penser. Ils pensent incomplètement, avec une partie seulement de leur cerveau. Penser complètement consiste à penser à la fois avec tout son cœur et tout son cerveau, ainsi qu'avec son âme et son esprit, et non seulement avec notre moi conscient, mais aussi avec notre subconscient. 2. Penser consciemment, inconsciemment. Nous devons apprendre à réfléchir de façon rationnelle et intelligente à une question ou à un sujet, et, d'autre part, prendre en même temps une attitude intérieure réceptive, c'est-à-dire attendre activement qu'une intuition nous éclaire, qu'une solution nous vienne en tête d'elle-même. Nous avons d'une part nettement conscience de penser « je pense ». Nous travaillons avec des notions précises que nous pouvons puiser à tout moment dans notre mémoire et faisons tout ce qui dépend de la force de notre intellect. D'autre part, nous nous laissons aller docilement aux suggestions de notre esprit et laissons quelque chose penser en nous et nous conseiller. 3. Penser avec conscience de sa force. La plupart des gens ne pensent qu'avec la moitié de leur force et laissent l'autre moitié s'échapper sans profit, alors qu'il s'agit de penser en étant conscient qu'une force puissante est en nous, laquelle cherche à atteindre des solutions et des réalisations. 4. Réfléchir d'avance. Il faut tâcher d'être dans le vrai sens du mot une espèce de Prométhée, un précurseur. Il faut s'éduquer à réfléchir à une chose avant les autres et à la penser jusqu'au bout. Une telle réflexion ne donne pas seulement un clair aperçu des choses, mais en même temps une supériorité sur elles, ou sur l'ensemble d'une situation.
5. Penser d'une façon rationnelle et logique. Il s'agit avant tout de savoir distinguer par ses propres moyens ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas, de trouver la cause de chaque événement et d'en prévoir les effets. Il s'agit aussi de penser, autant que c'est humainement possible, d'une façon objective et systématique d'après des principes immuables, en contrôlant sans cesse et en vérifiant les notions utilisées. Cela est inséparable d'une façon de penser fertile en résultats utiles, laquelle prévoit ce qui peut résulter ou non d'une affaire, et ce qu'on peut tirer d'une connaissance nouvellement acquise. Penser ainsi, c'est penser pratiquement. 6. Penser en vue d'un but. Il faut avoir un but si l'on veut réussir dans la vie, mais il faut aussi savoir prendre une attitude conforme à ce but si on tient à l'atteindre. Plus nous savons exactement ce que nous voulons, plus clairement nous saisissons d'un coup d'œil les moyens et le chemin qui mènent à ce but, et plus sûrement nous y parvenons. Penser à un but veut donc dire ne jamais le perdre de vue, et réfléchir aux moyens de l'atteindre le plus sûrement avec un minimum d'effort, dans un minimum de temps et sans détour inutile. Une façon correcte de penser est toujours progressive, joyeuse, constructive et créatrice. La tendance à subtiliser, à ratiociner, à rêvasser est le caractère de la pensée erronée. La pensée du fantaisiste, comme du ratiocineur, n'est pas fixée sur un but. Elle suit des méandres compliqués, sans direction ni objet précis. 7. Penser en images. Bien penser, c'est penser objectivement, plastiquement, en images vivantes et colorées. Penser en images, c'est penser intuitivement, en imaginant. La pensée est une vision. Nous pensons toujours en images, mais nous devons apprendre à le faire d'une manière consciente, en remplaçant toutes les images désagréables par des images agréables et plaisantes. Penser en images nous fait pénétrer à travers les choses, et les fait jusqu'à leur cause première. C'est une façon de voir juste. Penser visuellement oblige à bien observer, bien comparer, bien conclure et bien agir. 8. Penser d'une façon indépendante consiste à ne pas laisser les autres penser pour soi, à ne pas accepter sans réflexion les idées de tout le monde, mais à les mettre à l'épreuve, à y réfléchir soi-même, puis à juger, à ne pas se faire l'écho d'idées étrangères, à ne pas se laisser impressionner par des slogans destinés à étouffer toute opinion indépendante, à vérifier le contenu d'une information pour en extraire une connaissance authentique et personnelle, bref, à étendre l'exigence d'être soi-même jusqu'à ses pensées et à vivre selon cette exigence. 9. Penser d'une façon positive. Celui dont la pensée est sans cesse occupée par des sentiments de haine, par des idées d'adversité, de maladie, de misère, appelle, suivant la loi d'attraction, du même, par le même, des événements fâcheux. La nouvelle science de la vie enseigne qu'il faut au contraire penser d'une façon positive, et en affirmant et en attirant le bien, devenir noble et saint, pur, plein d'amour, de foi dans sa victoire et de confiance en son succès. On crée ainsi des champs d'attraction mentale qui attirent ce qu'on se représente. 10. Penser au côté plaisant des choses. Penser à l'agrément d'une chose rend cette chose forte et agissante. Le résultat de nos pensées et de nos activités sera conforme à notre attitude mentale pendant que nous y pensions. Ce que nous créons mentalement finira toujours par devenir une réalité palpable. Il s'agit donc d'y penser avec amour. Seul jouit de succès durable au cours de sa vie celui qui accueille en lui avec amour toutes les forces bienfaisantes et considère tout ce qu'il rencontre, être ou objet, comme destiné à le réjouir et à l'aider. Donc ne penser que ce qui est bon, ne sentir que ce qui jaillit de l'amour, ne dire que ce qui est noble, ne souhaiter et ne faire que ce qui est juste et profitable. Le succès dans la vie viendra alors de lui-même, comme un effet des vibrations produites par l'amour. 11. Penser d'une manière créatrice. Un outil, un meuble, un instrument, une machine, un objet d'art, un livre, tout est la matérialisation d'une pensée créatrice. Chaque pensée est une semence, bonne ou mauvaise. Nous devons, pour réussir, semer de bonnes pensées, et la récolte lèvera d'année en année.
Il y a partout des sentiers non battus par lesquels il est possible, avec des pensées créatrices, constructives et ingénieuses, d'arriver à des connaissances et des découvertes nouvelles, de devenir un pionnier du perfectionnement, un guide dans des domaines inconnus et un créateur de nouvelles valeurs. Il s'agit seulement d'ouvrir les yeux, de reconnaître les possibilités qui existent, de savoir relier en un nouvel ensemble des idées en apparence éloignées les unes des autres, de ne pas se laisser arrêter par des idées préconçues et des soi-disant impossibilités, mais de s'aventurer courageusement dans l'inconnu, l'inexploré, et de changer en réalité positive les possibilités pressenties. 12. Penser en agissant. Le résultat d'une pensée montre jusqu'à quel point on a mené en image vivante, autrement dit en acte. Tout comme le travail est le produit de la force, le succès est le produit d'une façon juste de penser et d'agir, et l'habitude de penser juste conduit inévitablement à vivre et à agir de même. Mais il ne suffit nullement de se forcer à penser qu'une chose doit être réalisée, puis d'abandonner le reste au hasard. Il est tout aussi important d'avancer pour se rapprocher de son but, que de se concentrer sur celui-ci et sur la connaissance du chemin qui y conduit. Penser et agir justement sont comme des frères siamois qu'on ne peut séparer l'un de l'autre sans les tuer tous les deux. Ils doivent être joints pour former le pont entre l'idéal et la réalité. De même que nous bâtissons d'abord en esprit la demeure dont nous rêvons, avant de faire intervenir les hommes et les forces nécessaires, nous devons agir en pensant et penser en agissant en vue de nos ambitions. Il ne suffit pas de savoir que les bonnes pensées attirent le succès. Nous devons agir selon cette connaissance. Nous devons vivre notre idéal. Alors les fils du destin formeront un réseau d'âme à âme, et de notre âme aux forces, et aux forces qui nous portent en avant. On ne peut pas naturellement apprendre à penser de cette façon parfaite en une semaine. Il faudra s'y exercer quotidiennement, pendant des semaines ou des mois, car il faudra surmonter tous les jours de nouveaux obstacles, abolir d'anciens défauts, des routines gênantes qui s'opposent aux nouvelles habitudes de penser et de vivre. Mais celui qui persévère sera finalement vainqueur. Puissance décisive de la pensée. La pensée est le début d'un mouvement, l'origine d'une action, le germe d'un événement. Elle est aussi réelle que quoi que ce soit au monde, car est réel ce qui agit en réalité. Chaque pensée est force, une oscillation vivante dans l'éther spirituel. Elle est de l'esprit en mouvement, elle est force transformatrice, aspirant à se dépenser, à se réaliser, à remplir sa destination. Chaque pensée est un complexe de forces, une sorte d'entité éthérique dont la vie et la force effective sont déterminées par la concentration, la précision et le degré de conscience de la pensée. Nous ne pouvons voir cette force, tout au moins avec nos yeux, et nous ne pouvons jusqu'ici la mesurer directement avec aucun appareil, mais nous sentons et éprouvons son effet. Mais d'où provient la pensée? Elle ne jaillit pas du cerveau, mais bien de l'âme. Ce n'est pas le cerveau qui pense, ni notre subconscient, mais le penseur en nous. La pensée agissante et créatrice vient des profondeurs de notre moi, telle une impulsion du penseur en nous. Le subconscient et le cerveau ne sont que des intermédiaires, les outils de sa formation. De même que l'on peut juger de la force du courant lorsqu'on reçoit un choc électrique, l'on peut constater les effets d'un violent afflux de pensée par des divers changements physiologiques qu'il provoque spontanément. Le cœur s'arrête ou bat plus vite. Les nerfs tressaillent. Les muscles se relâchent ou se raidissent. Le sang monte à la tête ou s'en retire. La salive et le sang changent de composition. Les glandes travaillent plus lentement ou plus rapidement. La digestion est ralentie ou accélérée. La respiration se ralentit ou se précipite. Elle se dérègle. Nous voulons apprendre à maîtriser la force qui agit ainsi. Tout ce qui est arrivé et arrive était d'abord pensé. Tout ce qui nous atteint résulte d'une ancienne pensée. Tout ce qui est a d'abord été une idée, une réalité intérieure devenue finalement un fait, une réalité tangible. Tout ce qui est de la pensée cristallisée. Ce que nous sommes aujourd'hui est le produit de ce que nous avons pensé jusqu'ici.
et nous serons plus tard ce que nous pensons aujourd'hui, et penserons demain selon la loi. D'abord intérieurement, ensuite extérieurement, d'abord dans l'invisible, puis dans le visible. La pensée est comme une semence. Une fois pensée, elle se met à germer, à fleurir, à mûrir et à fructifier selon sa force première. Nous confions la graine au sol pour qu'elle y trouve la nourriture dont elle a besoin. Et nous nommons vie ce qui fait germer la semence, sans pouvoir pour autant préciser ce qu'est la vie. Nous ne savons pas davantage ce qui agit sur une pensée pour en faire une réalisation. Il doit nous suffire de confier la bonne semence de notre pensée au champ de notre âme, d'attendre, plein d'espoir, jusqu'à ce que le germe sorte de terre, grandisse et produise finalement de multiples fruits. De même que la semence se développe dans l'obscurité de la terre et surgit ensuite dans la lumière pour nourrir nos corps, la semence de la pensée juste lève dans le calme et le silence de l'âme avant de devenir une réalité palpable qui nourrira de nombreuses âmes. Tout comme le minuscule gland du chêne tire sa force du sol de la forêt pour devenir un arbre puissant et majestueux, ainsi la pensée tire du sol de l'âme la force de se développer, au point de devenir la pensée maîtresse de millions d'hommes. Dans les deux cas, nous sommes saisis de vénération devant les merveilles de la vie. La richesse de nos pensées est aussi multiforme et variée que la végétation sylvestre, où l'utile et l'agréable, le nuisible et l'hostile forment un mélange hétérogène. De même que le garde forestier dans la forêt et le jardinier dans son jardin s'efforcent de favoriser la croissance des plantes utiles et de détruire les plantes nuisibles, nous devons avoir soin de ne laisser croître dans notre moi conscient que des pensées justes et bonnes, ce qui garantit le bonheur, car chacun devient et attire ce à quoi il pense le plus. Une seule pensée affirmative de force peut déjà avoir une immense importance. Elle est semblable à une avalanche spirituelle que nous ferions rouler du haut d'une pente vers un but précis dans la vallée. Il s'agit pour nous, tant qu'elle roulera, de garder constamment les yeux fixés sur le but, de ne penser à rien d'autre, afin que l'avalanche ne dévie pas de sa route. Si une pensée négative nous fait regarder à gauche, l'avalanche mentale tournera aussi à gauche et manquera le but. Il est donc très important que nous affirmions sans arrêt l'objet de nos aspirations. Le point jusqu'auquel nous utilisons ce pouvoir de transformer les objets et les événements par la pensée dépend uniquement de nous. Toutes les barrières qui semblent nous encirrer n'existent finalement que dans notre esprit, comme dit Mardenne. Ouvrez les guillemets. Nous obtenons peu parce que nous exigeons peu, et que nous attendons peu, parce que nous n'osons pas nous emparer de notre héritage, du royaume de tous les biens. Le flot de l'abondance coule devant notre porte pendant que nous languissons affamés sur ses berges. Fermez les guillemets. Nous pouvons observer qu'il en a été ainsi pour l'utilisation de la force électrique. L'électricité a toujours existé, mais n'a été reconnue que très tard par l'homme, et exploitée graduellement d'une façon toujours plus complète. La force de la pensée est là depuis toujours, mais n'a été reconnue, elle aussi, que très tard, et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on commence à s'en servir et à l'utiliser méthodiquement. Aujourd'hui seulement, nous commençons à soupçonner que la force de la pensée est une partie de la force qui est en nous, et que celle-ci est à son tour une partie de l'esprit infini de la vie. Ainsi, toute force de la pensée est au fond d'origine cosmique. Plus nous prenons conscience de cette provenance, plus elle nous paraît évidente. Afin de vous convaincre mieux de la force des pensées, faites une expérience. Mettez-vous debout, devant un lit de repos, une pile de coussins ou encore un ami prêt à vous soutenir. Fermez les yeux. Détendez vos pensées et vos muscles et concentrez votre sensibilité sur l'idée que vous tombez. Et dites-vous, je tombe, je suis tiré en arrière, je tombe. Sentez en même temps que vous tombez peu à peu en arrière. Vous tomberez plus ou moins vite selon votre pouvoir d'imaginer les choses d'une façon plus ou moins vivante. Qu'est-ce qui a causé votre chute? L'idée de tomber. Vous pouvez faire la même expérience avec quelqu'un d'autre. Après lui avoir expliqué de quoi il s'agit, faites-le mettre debout,
Dites-lui de fermer les yeux et de se détendre. Placez-vous ensuite derrière lui pour intercepter sa chute à temps. Il faut qu'il sache qu'il ne court aucun danger, ce qui empêcherait la matérialisation de sa pensée. Et donnez-lui l'ordre, soit mentalement, soit à haute voix, de tomber en arrière. Tombez lentement en arrière. Tombez. Prenez soin d'exprimer ces paroles sur un ton péremptoire, excluant toute hésitation, et préparez-vous à empêcher la chute de votre ami, laquelle ne tardera pas. Voici encore une expérience des plus simples. Fabriquez un pendule avec une bague et un fil de soie. Tenez-le dans la main droite, absolument immobile, suspendu au-dessus d'une feuille de papier blanc. Représentez-vous ensuite un grand cercle noir tracé sur ce papier, et en pensée, faites tourner le pendule sur ce cercle. Après quelques secondes, le pendule commencera à osciller, et enfin décrira un cercle de plus en plus grand, jusqu'à ce qu'il suive le tracé exact du cercle que vous vous êtes représenté. Puis transformez mentalement le cercle en une ellipse. Un instant après, le pendule suivra la nouvelle trajectoire et décrira une ellipse. Qu'est-ce qui force le pendule à suivre la trajectoire représentée? Une pensée. Les deux exemples suivants, choisis entre 1000, vous persuaderont, mieux encore, de la force créatrice de la pensée. Le docteur Lomer de Hanovre a rapporté le cas suivant. Ouvrez les guillemets. On informa un criminel condamné à mort qu'il serait exécuté par faveur spéciale au moyen d'une saignée. On le déshabilla, on l'attacha et l'on égratigna son dos avec une épingle. On fit en même temps couler de l'eau chaude sur son dos. Au bout de 40 minutes, l'homme était mort. Fermez les guillemets. Voici un autre exemple très souvent cité. Ouvrez les guillemets. Un employé du Transsibérien fut enfermé par mégarde dans un wagon frigorifique. Lorsqu'on ouvrit celui-ci, on trouva l'homme étendu par terre mort. Il avait écrit sur la paroi du wagon un exposé bouleversant des atroces souffrances qu'il allait subir à cause du froid, et qui se terminait par ces mots. « Adieu, je meurs », écrit d'une main tremblante. On trouva, à l'étonnement de tous, la température du wagon parfaitement normale, car comme on le découvrit plus tard, le mécanisme du réfrigérateur était en panne. Le froid n'existait donc que dans l'imagination du malheureux, et cette imagination l'avait tué. Le nombre de ces exemples pénibles pourrait être multiplié à volonté. Il montre quel pouvoir formidable peut avoir sur une personne une image intérieure ressentie comme une réalité vécue. Lorsque nous examinons tous les faits connus relatifs à l'influence de la pensée sur le corps, la vie, la destinée de l'homme, nous arrivons à la constatation suivante. Aucune pensée ne reste sans effet, qu'elle traverse rapidement le champ de notre conscience ou qu'elle y demeure quelque temps. Elle ajoute toujours quelque chose aux bonnes ou mauvaises tendances qui sont en nous et dans notre vie. La force de la pensée est bipolaire. Selon qu'elles sont positives ou négatives, qu'elles attirent ou repoussent, nos pensées nous mènent vers le haut ou vers le bas, et deviennent soit nos auxiliaires invisibles, soit nos secrets ennemis. Chacune de nos pensées, bonnes ou mauvaises, devient une partie de nous-mêmes et transforme légèrement l'ensemble de nos vibrations et le champ de force de notre âme. Mais ce n'est pas tout. Elle nous entraîne en même temps vers les conditions basses ou élevées, les plus propices à son accomplissement. Elle attire selon le degré de sa force et ses affinités des centaines ou des milliers de pensées à tendance analogue. Son action est constructive ou destructive pour notre corps et notre vie, et aussi pour ceux des autres. Des pensées négatives empoisonnent non seulement nous-mêmes, notre humeur, notre corps, notre bonheur, mais aussi les gens qui nous entourent. En revanche, plus nous pensons positivement, plus harmonieux deviendra le monde en nous et autour de nous. Plus rapidement nous surmonterons les contrariétés de l'existence et augmenterons la force du bien en nous aussi. Voici comment on peut représenter la chose schématiquement. L'orientation de la pensée détermine le caractère de la vie. Surtout, consciemment positive, égale succès, ascension rapide, nombreux auxiliaires. Surtout, consciemment négative, égale désastre, chute, ennemi. Surtout, inconsciemment positive, égale chance, hasard heureux. Surtout inconsciemment négative, égale échec, guigne. Alternativement positive et négative, égale alternance de chance et de désillusion, montagne russe.
Cela nous apprend que nous avons raison d'éviter autant que possible les pensées négatives, afin d'échapper à leurs nuisibles effets sur notre être intérieur et notre entourage, et leur contre-coup sur notre destinée. Nous ne devons pas oublier un seul instant que nous attirons toujours exactement ce que nous pensons. Chacun est roi dans le royaume de sa pensée, mais il doit apprendre à gouverner avec sagesse ses millions de sujets. Il doit être conscient de sa puissance pour en faire usage. La science pratique la plus importante est la science de la pensée correcte, dont nous étudions ici les principaux aspects, car il n'est rien qui ne soit déterminé ou influencé décisivement par la pensée. Celui qui apprend à déterminer ses représentations au lieu d'être déterminé par elles reste toujours supérieur aux ennuis, aux obstacles et aux coups du destin. La première condition est de ne jamais permettre à notre moi conscient de s'arrêter à des pensées, des sentiments, des imaginations, des penchants négatifs, afin de ne pas les renforcer. Notre regard doit toujours être dirigé sur ce qui est positif, c'est-à-dire sur ce qui doit être fortifié, multiplié et intensifié. En deuxième lieu, nous devons apprendre à nous immuniser contre les bacilles de la crainte, du souci, de la faiblesse et de la malchance, de manière à oublier radicalement tout ce qui est négatif et à retenir fermement tout ce qui est positif. C'est ainsi que la lumière entre en nous et que les ténèbres s'évanouissent d'elles-mêmes. Résumons tout cela en une règle. Vérifions chaque pensée avant de l'admettre en nous, afin de nous rendre compte si elle nous rendra meilleurs, plus forts, plus courageux et plus utiles. Nous ne voulons penser que ce genre de pensée et bannir de notre conscience toutes celles qui ne répondent pas à cette exigence. En pensant et en agissant ainsi, nous multiplions la puissance du bien en nous et dans notre vie, et nous nous élevons de plus en plus au-dessus de la misère et des malheurs. Que ne pouvons-nous atteindre par une façon de penser adéquate? Nous pouvons nous penser forts, c'est-à-dire augmenter nos forces, nous penser bien portants, c'est-à-dire activer la vitalité de notre corps. Nous pouvons nous penser couronnés de succès, c'est-à-dire attirer le succès dans notre vie selon notre volonté. Car nous portons en nous toutes les forces et les moyens pour maîtriser notre vie. Il s'agit seulement de les employer comme il se doit. Chaque pensée est une entité éthérique. Nous sommes entourés et pénétrés par des myriades de ces entités. Nous en créons de nouvelles sans arrêt. Nous accueillons en nous des pensées étrangères axées dans le même sens que les nôtres et devenons maîtres ou esclaves du flot continu de cet océan d'idées. Nous nous faisons sans cesse des multitudes d'auxiliaires ou d'ennemis nouveaux. Chaque pensée de maladie engendre des entités mentales qui tendent à se réaliser, à se multiplier et à attirer leurs semblables, préparant ainsi dans notre corps un asile pour l'esprit de la maladie. Toutes les pensées, qu'elles soient positives ou négatives, agissent de même. Mais l'action la plus durable des pensées est celle qu'elles exercent sur nous-mêmes. De même que corps tombe si nous l'abandonnons à lui-même, les pensées que nous accueillons pénètrent jusqu'au fond de notre âme, pour agir d'une façon salutaire ou néfaste. Une pensée souvent répétée crée un état d'âme qui devient un penchant. Ce penchant se transforme en habitude, dont découlent des actes correspondants, desquels résulte notre destin, bon ou mauvais, selon la direction de la pensée primordiale. Nous arrivons ainsi à la foi fondamentale du dynamisme de la pensée. Chaque pensée, une fois éveillée, tend à se transformer en réalité dans le cadre des choses possibles. Explication. Chaque pensée tend à transférer le mouvement qui est en elle à d'autres pensées, êtres ou objets. Elle tend à former un complexe, à s'enrichir de matière et de force de même nature. Elle poursuit sa croissance et, avec elle, augmente sa puissance aussi longtemps que persiste l'impulsion primordiale. Plus l'impulsion est forte, plus forte est la tendance de la pensée à s'exprimer en actes et à se réaliser. Nous ne devons pas nous imaginer le cadre des possibilités trop petit. D'autre part, nous ne devons pas y faire entrer des impossibilités biologiques. Il est impossible, par exemple, de faire repousser une jambe amputée par la force de la pensée, faute de données biologiques à ce sujet.
Il est possible également, par la force de la pensée, d'enfreindre les lois de la nature et de la vie. De la loi organique submentionnée, nous déduisons les règles suivantes, en tenant compte de l'expérience de la vie. 1. La tendance d'une pensée à se réaliser croît avec son acuité et la précision de son but. 2. Le pouvoir de réalisation d'une pensée croît en raison de sa concentration, de son intensité affective et de l'insistance avec laquelle elle est répétée et maintenue. Que nous attendions quelque chose ou le redoutions n'y change rien. Dans les deux cas, la force de réalisation de la pensée augmente. La règle générale que nous déduisons de la loi ci-dessus est la suivante. Retenez avec persistance en images positives les pensées dont vous désirez la réalisation, qu'elles soient précises et sans équivoque, et tendent à un but. Créez des images mentales vivantes de ce qui doit se produire. Affirmez-les et croyez à leur réalisation. Tout comme les images d'un film doivent être claires et distinctes pour qu'elles soient projetées nettement sur l'écran, l'image de notre but, l'image idéale de ce que nous désirons réaliser, doit être tracée en nous, bien vivante et éclairée par la lumière de notre conviction et la force de notre volonté, pour être projetée fidèlement sur le plan de la réalité et se matérialiser dans le domaine sensible et tangible. De même que l'image d'un film doit s'attarder un instant pour que le spectateur en ait une perception consciente et en conserve le souvenir, nos images mentales doivent être retenues suffisamment longtemps pour prendre de la force. Plus longtemps nous retenons une pensée positive, plus s'affaiblit la force de la pensée négative, contraire, qui sera neutralisée et remplacée par une pensée positive. Remarquons, en corrélation avec cela, que les pensées fortement teintées de sentiments écartent et dissolvent celles qui le sont moins. La vitalité d'une pensée est accrue par l'accentuation du sentiment. Nous tâcherons donc que nos pensées positives intéressent toujours nos sentiments plus que les négatives. Nous déduirons maintenant de ce que nous avons appris jusqu'ici la règle d'or de la pensée correcte et en ferons la règle de notre vie. Pensez et affirmez pour vous-même et pour d'autres les choses, les circonstances et les conditions telles que vous voudriez qu'elles soient ou deviennent. Cette règle d'or s'applique avec de multiples variantes à tous les domaines de la vie. De plus en plus, au cours de notre apprentissage de la vie, elle deviendra la règle capitale d'une façon de penser et de vivre juste et couronnée de succès. La tendance de la pensée à former des complexes et à propager le mouvement qui est en elle a été indiquée dans l'exposé de la règle de base du dynamisme de la pensée. Nous y ajouterons les remarques suivantes. Les images qui sont apparentées forment volontiers des groupes et exercent une influence d'autant plus forte dans l'inconscient, et de là, sur les actes et les pensées de l'individu, qu'elles sont amplifiées par l'apport quotidien de pensées et de sentiments analogues. Chaque pensée modifie d'ailleurs, plus que superficiellement, les traits de notre visage, les fonctions de nos organes, de nos sens, le son de notre voix, notre démarche, notre façon de nous comporter, nos réactions envers le monde qui nous entoure et aussi celles de ce monde envers nous. Non seulement notre corps et nos facultés, mais aussi notre entourage, nos amis, nos possessions, toutes les circonstances de notre vie dépendent de nos pensées prédominantes. Chacune nous met en rapport avec des êtres, des objets, des forces qui nous entourent, qui activent notre progrès ou le retardent. Elle attire des pensées apparentées aux nôtres et repousse celles qui sont de tendance opposée. Ainsi sont attirés vers nous les êtres dont l'attitude mentale est pareille à la nôtre, ainsi que les circonstances et les événements conformes à notre façon de penser. Ou bien nous transformons nos conditions selon notre façon de penser, ou bien notre pensée nous entraîne dans une ambiance nouvelle qui lui correspond. Nous attirons de même les choses que nous redoutons. La crainte n'est pas autre chose qu'une concentration de la sensibilité sur la pensée de ce qui nous fait peur. Elle déclenche ainsi le mécanisme mental qui crée la réalité correspondant à notre peur. Nous devenons et obtenons toujours ce à quoi nous pensons d'une façon prépondérante,
et arrivons toujours là où demeurent nos pensées. Nos vœux nous relient à l'objet de nos aspirations et l'attirent dans le rayon de notre vie. Cela n'a rien de miraculeux ni de surnaturel. Ce n'est que l'action des lois de la nature que la nouvelle science de la vie enseigne à maîtriser de plus en plus consciemment. Tout comme notre pensée est un champ de force, notre vie est un champ de bataille. Il dépend de notre pensée que nous soyons vainqueurs ou vaincus. Chaque pensée est un facteur du destin. Rendons-nous compte clairement des conséquences pratiques de ce fait. Nous sommes automatiquement entraînés dans les conditions de vie où nous nous situons en esprit. Un homme pauvre, dont toute la pensée gravite autour des images de richesse, ne demeure pas indigent. Il entre en relation avec des gens, des objets et des circonstances qui l'amènent pas à pas, là où depuis longtemps déjà, il demeurait en esprit. Celui qui, par exemple, porte constamment dans son esprit l'image d'une maison bien à lui, qui affirme avec foi la réalisation de cet idéal, qui aspire de toutes les fibres de son cœur et agit comme si cette maison était déjà devant ses yeux, celui-là attire avec force les gens, les choses, les circonstances les plus utiles à la réalisation de son désir. Et s'il sait saisir adroitement et utiliser les circonstances favorables, il arrivera, en peu de temps, à posséder la maison de ses rêves. Qu'il possède ou non les capitaux nécessaires, que le moment choisi soit favorable ou non, que son entourage l'approuve ou non, tout cela est sans importance, s'il est inébranlablement persuadé de la réalisation de son idéal, s'il l'affirme avec persistance et saisit toute occasion de se rapprocher de son but. Il peut se développer hors de nous par une forte affirmation, par l'attraction consciente de gens, d'objets et de circonstances favorables. Nous n'avons qu'à mettre toute notre patience et notre ténacité dans l'affirmation de nos désirs, car le succès n'est pas toujours immédiat ni complet. Il nous semble souvent que notre destinée nous mène vers le but par des détours, ou que les nouvelles circonstances qui se présentent à nous sont plus favorables que propices. Mais nous reconnaissons finalement que chaque pas a été nécessaire, que chaque événement a été un tremplin menant au succès, et que même les obstacles ont été utiles pour attirer notre regard sur certaines nécessités. C'est pourquoi, tout aussi importante que l'affirmation, est notre inébranlable confiance en notre guide intérieur. En adoptant cette attitude envers nos buts, il arrive immanquablement que des gens viennent à notre rencontre facilitant la réalisation de nos désirs par de nouvelles suggestions ou une aide pratique, que des choses et des possibilités croisent notre chemin à propos, que des occasions favorables, de nouvelles connaissances se révèlent à nous et nous mettent sur la bonne voie pour atteindre notre but plus rapidement. Nous allons tâcher de rendre plus compréhensible encore la portée de la force d'attraction d'une façon de penser juste, afin de vous encourager à appliquer avec succès les lois de la pensée. Nous savons déjà qu'il y a avec un simple aimant une influence à distance, sans contact ni transmission d'aucune sorte. La même chose a lieu pour les idées. La pensée, tout comme la radio, peut transmettre la force de son centre d'émission à d'autres centres, si lointains et si nombreux soient-ils. Une personne entièrement occupée d'une idée précise rayonne, sans arrêt, dans tous les sens des volitions correspondant à cette idée, qui sont accueillies par des âmes plus ou moins accordées à la même longueur d'onde. Et celles-ci sont incitées à modifier dans le même sens leur façon de sentir, de penser, de vouloir et finalement d'agir. Il suffit de rappeler les faits bien connus de la télépathie et de la transmission de pensée, et que la pensée ressemble en quelque sorte à un boomerang qui revient après avoir touché son but vers celui qui l'a lancé pour le blesser ou le réjouir suivant la nature de la pensée émise. On parle d'affinité chimique pour expliquer la facilité avec laquelle deux éléments fusionnent. Ce serait plus juste encore de parler de l'affinité des idées polarisées dans le même sens et du pouvoir qu'a l'homme de réagir négativement ou positivement avec une merveilleuse précision aux diverses vibrations des idées. Le mécanisme psychique de la réception et de l'émission de la pensée est 1000 fois plus sensible que le clavier de l'oreille interne ne l'est au son, que la rétine ne l'est à la lumière, plus sensible aussi que tous les autres systèmes de réaction et de perception de nos sens. L'âme reçoit à chaque instant
venant de ses propres profondeurs ou du dehors, d'innombrables messages de toutes sortes. Des messages télégraphiques circulent constamment à travers tout son système. À chaque instant, elle réagit avec bon sens et efficacité aux différentes stimulations du monde intérieur et extérieur. Elle émet à tout moment de l'énergie au moyen de pensées, de volontés, d'images, de choses désirées et d'actions, afin de provoquer des résultats correspondants. À tout instant, elle prête sa force à des pensées messagères, afin qu'elles attirent dans son champ les pensées, les êtres ou les choses semblablement polarisées. De même que la loi de la gravitation qui règne dans le cosmos physique fait que les corps s'attirent mutuellement selon l'étendue de leur champ de gravitation et influencent leurs mouvements, la loi de la gravitation des pensées règne dans le cosmos de l'âme. Deux semblables s'attirent, et l'un fortifie l'autre. Les contraires se repoussent. Le champ de force le plus puissant détermine le plus faible et le soumet à lui. De même que les idées attirent leurs pareils, elles attirent dans le cercle de notre vie les hommes dont la nature et le mental correspondent aux nôtres. De puissants liens spirituels nous rattachent à tous ceux qui pensent comme nous. La loi de la gravitation fait que notre pensée trouve un écho en eux et la leur en nous. Elle fait que nous pénétrons dans leur vie et eux dans la nôtre. Nous attirons ainsi les gens dont les intérêts sont pareils aux nôtres, ou sommes attirés par eux, si leur façon de penser est plus forte, plus sensible, plus catégorique que la nôtre. Les personnes ayant de fortes convictions, que celles-ci soient justes ou fausses, bonnes ou mauvaises, attirent constamment des hommes aux convictions semblables. Ainsi se forment des sociétés, des sectes, des partis, des mouvements, des communautés religieuses ou autres. De même, les hommes avec de fortes aspirations ou de grandes passions attirent les individus qui ressentent les choses comme eux. Comment cela? Dès que nous nous concentrons sur une certaine idée, nous provoquons des vibrations qui vont faire vibrer plus ou moins fortement tout ce qui est de même tendance. Et cet accord nous relie aux idées, êtres, choses, circonstances, événements de même orientation que nous. Tout ce qui est conforme aux vibrations de nos pensées se relie à nous et nous prête un peu de sa force. Cela nous est favorable si nous avons pensé d'une façon positive, mais néfaste si nos pensées étaient négatives, car dans ce cas, le sort des êtres négatifs reste lié au nôtre, tant que notre mentalité ne s'est pas transformée de fond en comble. Si elle ne se transforme pas, cela devient chronique, irrémédiable, et la misère, la maladie et la déchéance nous attendent au bout de la route. Une seule chose peut sauver celui qui est sur cette voie, la mise en marche consciente d'un mécanisme opposé par une force de pensée persévérante, grâce à laquelle les anciens liens se dénouent, d'autres meilleurs se créent, et la marche du destin redevient ascendante. Notre pensée, dit Mulford, est un, ouvrez les guillemets, invisible aimant qui attire sans arrêt ce qui est en harmonie avec lui. Plus clairement nous reconnaîtrons ce fait, plus nous veillerons à toujours diriger nos pensées dans la bonne direction. Plus une personne concentre sa pensée sur une chose, bonne ou mauvaise, plus elle fortifie cette invisible entité. Finalement, sans cesse nourrie de nouvelles substances de la pensée, elle doit surgir dans le monde visible. Celui-ci n'étant que le degré le plus dense de l'invisible, comme source de joie ou de peine. Fermez les guillemets. Les idées, sentiments, désirs et penchants d'un homme déterminent son ambiance spirituelle. Le champ de force de ses pensées, lequel détermine à son tour les actes de cet homme, le monde qui l'entoure, sa destinée, et fait réagir avec sympathie ou antipathie les gens de son entourage. Il dépend entièrement de nous, de traîner derrière nous une atmosphère oppressante, ou de répandre une atmosphère de succès qui attire tout ce qui nous est profitable. Les vibrations de notre champ de force psychique sont en effet constamment transformées par les idées nouvelles que nous cultivons avec prédilection. Chacun ressent le certain quelque chose qui entoure une autre personne. L'impression ressentie n'est autre que la sensation que donne l'entrée en contact avec un champ de force particulier
d'où résulte à son tour un sentiment de sympathie, d'antipathie ou d'indifférence. L'influence de notre champ de force mentale sur nous et sur les autres dépend surtout de la qualité sensible et de la tendance précise de notre pensée. L'étendue du champ de force mentale s'accroît au fur et à mesure qu'augmente la concentration sur une prédominante. Le champ magnétique de notre volonté peut s'étendre du pourtour immédiat de notre corps à une pièce, une maison, une ville et même au-delà des continents et des mers. Un orateur ou un acteur qui tient ses auditeurs sous son charme étend son champ de force mentale jusqu'où porte sa voix et son regard, à l'exception de ceux de ses auditeurs qui se soustraient volontairement à son influence. Le champ d'action de l'âme d'un Christ ou d'un Bouddha s'étend sur les siècles et les continents parce qu'il est toujours maintenu actif par les milliers de gens dont la pensée est dirigée dans le même sens. Les divers champs d'action de la pensée s'influencent réciproquement sans arrêt jusqu'à ce que le plus fort l'emporte sur le plus faible. Un champ d'action mental spécialement puissant est le propre des grands hommes, des personnalités marquantes. Lorsqu'ils arrivent dans une réunion, si nombreuses soient-elles, ils déterminent plus ou moins rapidement une même direction de la pensée chez la majorité des assistants. L'autorité d'un chef consiste en sa faculté consciente ou inconsciente d'imposer au champ de force étranger ses fortes vibrations personnelles. Selon le caractère et la mentalité des autres, sa volonté éveille de l'attention, de l'intérêt, de la répulsion, de la haine, du respect, de la sympathie, de l'amour, de l'enthousiasme, du dévouement ou de la vénération. Éprouvez d'abord le champ d'action de votre pensée, et cela d'après les succès que vous avez remportés jusqu'ici. Le chemin de votre vie a-t-il toujours été ascendant? Sinon, il est nécessaire de transformer consciemment le champ d'action de vos pensées. Il peut devenir aussi influent que celui des hommes les plus remarquables, mais vous devez vous rendre consciemment positif afin qu'il vous attire tout ce qui est bon sur terre, la sympathie d'hommes secourables et les conditions dans lesquelles vos désirs pourront se réaliser aussi parfaitement que possible. La transformation du champ d'action de la pensée se fait par une façon persistante de penser positivement, par une incessante affirmation de ce qui doit advenir. Nous devons avoir constamment devant les yeux l'image idéale de nous-mêmes jusqu'à nous identifier peu à peu avec elle. En transformant ainsi notre pensée, nous modifions en l'améliorant notre naturel, notre mentalité, notre champ de force psychique, ainsi que notre vie et notre destinée. Tout ceci serait pourtant incomplet si nous ne tenions pas compte du fait que le champ d'action mentale d'une personne influence aussi les objets qui l'entourent et se communique à son foyer et à ce qu'elle possède. De même que la lumière est absorbée puis émise à nouveau par un corps phosphorescent, le rayonnement de nos pensées est absorbé et conservé par les objets qui nous entourent, les lieux où nous séjournons le plus longtemps, pour s'irradier à nouveau. Les personnes sensibles sentent spontanément, dès qu'elles entrent dans une maison étrangère, les pensées qui y règnent, avant même d'avoir échangé un mot avec les habitants. Comme le chien flaire la trace de son maître, le graphologue-psychologue sent dans une lettre la personnalité de son auteur, comme si le papier avait été imprégné d'une encre spirituelle au coloris conforme aux pensées de celui qui l'a écrite. Chacun a en lui un peu de cette sensibilité subtile, même s'il ne se rend pas toujours compte de cette réaction de son subconscient, car tout lieu est chargé de la pensée des gens qui y ont séjourné ou y séjournent. Nous comprenons ainsi pourquoi nous nous sentons d'humeur harmonieuse dans une pièce, ou déprimés dans une autre, ou bien pourquoi, pour ne donner qu'un exemple entre mille, certains lieux de pèlerinage sont doués de forces miraculeuses qui augmentent en proportion de l'attitude affirmative des croyants, et comment d'autres prodiges s'expliquent d'une manière naturelle. Le sens de l'atmosphère paisible d'une église nous devient ainsi compréhensible, de même que l'impression automnale d'un cimetière, l'ambiance spéciale d'un hôpital, d'une prison, d'un hôtel, d'une salle de justice, d'un couvent, d'un magasin, de cabaret.
Chacun de ces champs de force collectifs attire ce qui lui est apparenté, ce qui lui correspond. Ainsi, le cabaret attire les buveurs et les noceurs, l'église les dévots, un magasin bien achalandé et prospère des acheteurs qui paient bien, la maison de commerce d'un pessimiste une clientèle douteuse qui paie mal et fait des dettes. La loi de l'attraction qui rassemble ceux qui se ressemblent et pensent pareillement agit toujours et partout. Peut-on également transformer les champs de force des objets et des lieux? Oui, parfaitement. Nous pouvons leur enlever leurs forces négatives et les charger d'énergie positive, en les saturant en quelque sorte consciemment de nos pensées, et ceci jusqu'à ce que nous sentions qu'ils sont d'une même nature que nous, et que plus rien d'étranger ne persiste en eux. De même qu'on chasse d'une chambre de malade tout principe malsain avec des désinfectants appropriés, on arrive à neutraliser et à transformer l'atmosphère déplaisante d'une pièce ou d'un endroit en les remplissant consciemment d'une ambiance spirituelle harmonieuse et joyeuse. Il peut, celui qui pense pouvoir. Si, comme nous venons de le voir, la pensée est la force déterminante de notre vie, celui qui utilise et maîtrise cette force d'une façon consciente devrait avoir une sensible supériorité sur ceux qui sont peu ou pas convaincus de la nécessité de penser correctement. C'est effectivement le cas. Celui qui s'attend dès le début à la réussite d'une affaire qu'il entreprend, qui affirme l'objet de son ambition, l'attire d'autant plus rapidement. Celui qui pense qu'il maîtrisera une certaine tâche l'accomplira parfaitement. Un des plus grands obstacles sur le chemin du succès est la pensée de ne pas pouvoir. Il faut arriver à s'en libérer. Mais comment? Essayez avant tout d'agir courageusement, comme si vous le pouviez. Vous serez bientôt agréablement surpris de constater que cela vous a réussi, que vous êtes donc capable de plus que vous ne pensiez. C'est l'idée « je peux » qui réveille, une fois qu'elle est entrée dans votre vie et dans votre esprit, les forces qui sommeillaient. Cogito ergo sum, je pense, donc je suis, est la base de la philosophie cartésienne. Ce principe peut être élargi dans son application pratique à la vie de la façon suivante. Je pense, donc je suis. Périssable de notre être qui seul peut dire d'elle-même, ouvrez les guillemets, je suis la force, je suis ce qui triomphe éternellement, je suis tout, je peux donc tout, fermez les guillemets. Cette conscience du je suis est la force en soi. Quand elle s'éveille en nous, elle nous rend maîtres de nous-mêmes et de notre vie. L'union consciente avec cette étincelle de la lumière infinie nous rend capables de maîtriser notre destinée grâce à la force de l'infini. C'est la nécessité qui pousse la plupart des gens à accomplir des actions dont ils se croyaient incapables et suscite en eux des forces cachées jusqu'ici. La mère paralysée depuis des années, qui voit son enfant dans les flammes de la maison incendiée, bondit soudain, sauve son enfant et s'aperçoit ensuite qu'elle n'est plus paralysée. De tels faits ne sont pas rares. Il en est de même pour celui qui s'élance dans l'action et agit comme s'il le pouvait, qui se dit sans cesse « je suis, donc je peux », jusqu'à ce qu'il sente qu'il peut vraiment. On activera cette prise de force consciente au moyen de l'affirmation quotidienne suivante. Ouvrez les guillemets. Je suis, donc je peux. Je peux ce que je veux. Je suis plus grand qu'il ne paraît. J'ai du succès dans tout ce que j'entreprends, car je suis un avec la force en moi, et cette force est créatrice et omnipotente. Fermez les guillemets. Si nous pensons avec persistance que nous sommes capables de réaliser quelque chose, si nous sommes persuadés de notre aptitude, si nous y croyons, nous réalisons ce que nous pensons. Chaque fois qu'on se dit « je peux », on éveille le pouvoir qui correspond à cette affirmation. Pour qu'une idée atteigne son but, il faut qu'elle en ait un. Autrement dit, nous devons toujours savoir parfaitement ce que nous voulons et cingler vers ce but convaincus que nous y arriverons infailliblement. Nous pouvons avoir une volonté de faire et une force de pensée des plus développées. Si nous n'avons pas de but, nous serons pareils à ce soldat qui tire en l'air pensant qu'il finira bien par toucher quelque chose. La meilleure arme ne sert à rien si on ne sait pas viser au but. Il ne suffit pas de savoir à peu près ce que nous désirons,
nous devons le savoir jusqu'au moindre détail. Si nous enfonçons un clou, nous avons un objectif précis, la tête de ce clou. Tant que nous l'avons sous les yeux, nous le frappons. Dès que nous pensons à côté, nous frappons à côté. Toute idée imprécise, nébuleuse, implique le danger de tirer à côté, de manquer son but. Nous devons maintenir notre regard fixé sur la tête du clou, sur l'affaire qui nous occupe, ne pas la quitter des yeux, afin que toutes nos forces se concentrent sur elle et sur rien d'autre. En d'autres termes, plus clairement se tient devant nos yeux spirituels l'image d'un succès, plus parfaite sera sa réalisation matérielle. La force en nous ne peut agir efficacement que si nous lui fixons un but précis, de même qu'on ne peut frapper fort sur un clou si on a le regard fixé ailleurs que sur sa tête. Et l'on ne peut pas non plus enfoncer le clou à fond d'un seul coup de marteau. On y arrive en répétant les coups. De même, nous devons affirmer sans cesse et avec persistance ce que nous voulons, et y revenir sans cesse. Notre désir et notre volonté doivent demeurer inébranlables, jour après jour, jusqu'à ce que notre but soit atteint. Ce n'est pas une fois par jour, mais 50, 100 fois que l'idée du succès doit occuper le champ de notre conscience, jusqu'à ce qu'elle devienne assez forte pour se réaliser. Nous pouvons modifier toute situation indésirable et nous libérer de maintes entraves, de la pauvreté comme de la maladie et du malheur, en portant en nous constamment l'image de circonstances meilleures. Mais nous ne devons pas nous attendre, alors que nous avons mis la moitié de notre vie à édifier nos conditions actuelles, à ce qu'elles changent en quelques jours ou quelques semaines. Une modification se fait, pas à pas, tel un pèlerinage, et la montée vers un sommet, étape par étape. Ainsi pensent les grands triomphateurs, et leur carrière confirme cette vérité que l'homme est ce qu'il pense, qu'il peut ce qu'il veut, qu'il est le forgeron de son destin, qu'il peut se précipiter des cimes les plus sublimes dans les abîmes de l'enfer, ou s'élever des bas-fonds de la misère vers les sommets du bonheur. Éducation rationnelle de la pensée. La pensée peut être éduquée, rendue plus ferme et subtile par l'exercice, comme toute autre faculté humaine. La première nécessité rencontrée ici est celle de notions claires. L'homme couronné de succès se distingue en général par sa logique pratique. Penser d'une façon logique, c'est penser d'une façon saine, raisonnable et efficace. La façon de penser de la plupart des gens est bien loin d'être méthodique et précise. C'est pour cela qu'ils réalisent si peu de choses. C'est ici que commence l'enseignement de la bonne méthode d'éducation de notre pensée, pour laquelle voici quelques procédés qui nous aideront à prendre l'habitude de penser juste, de développer nos capacités mentales et nos possibilités de réussir. Indiquons tout d'abord quelques exercices très simples. 1. Exercice d'association d'idées. Prenez une pièce de monnaie et jetez-la sur la page suivante de ce livre. Essayez ensuite de lire le paragraphe sur lequel se trouve la pièce de monnaie sans la déplacer et de reconstituer la partie du texte qui est cachée. Vérifiez ensuite si votre reconstitution est exacte. Recommencez cet exercice plusieurs fois sur d'autres pages du livre. Si vous le réussissez facilement, continuez avec des pièces de monnaie plus grandes et finalement avec des morceaux de papier de forme et de dimensions différentes. Faites ensuite ces mêmes exercices avec votre journal habituel, sur les articles politiques, économiques, les faits divers, les annonces, etc. Si vous faites ces exercices facilement, passez au suivant. 2. Pensez à haute voix. Posons-nous un problème à résoudre par le raisonnement. Mais ne procédons pas comme nous l'avons fait jusqu'ici, en pesant inconsciemment le pour et le contre. Raisonnons en faisant un monologue à haute voix, ce qui nous permettra de nous rendre compte du travail de notre pensée, des particularités de notre tournure d'esprit dont nous n'avions pas conscience. Ce procédé très intéressant et très instructif nous fait mieux comprendre l'enchaînement de nos idées, nous apprend à éviter la confusion et à prendre confiance en nous-mêmes, en suivant le processus du raisonnement jusqu'à la solution du problème. 3. Pensez en écrivant. Cet exercice se fait de la même manière que le précédent,
à cela près que nous inscrivons nos pensées minutieusement au fur et à mesure qu'elles nous viennent à l'esprit, depuis le problème posé jusqu'à sa solution. Lorsque nous écrivons, nous sommes forcés plus encore qu'en pensant à haute voix, de penser clairement. Plus souvent nous le faisons, mieux s'éduquera notre faculté de penser. Cet exercice devient encore plus attrayant pour ceux qui savent sténographier et peuvent écrire aussi vite qu'ils pensent. 4. Penser dans le silence. Prenons un problème à résoudre, mais au lieu d'y réfléchir immédiatement, faisons d'abord en nous le vide et le silence. Détendons-nous complètement comme cela est indiqué dans la 5e semaine de secours. Restons 2 minutes dans ce silence et appelons le problème dans le champ de notre conscience. Ceci est une nouvelle façon de réfléchir, se taire d'abord et penser ensuite. L'avantage de ce procédé est de reconnaître bien plus clairement l'essentiel du problème et de trouver plus rapidement sa solution pratique. Nous reconnaîtrons que chaque minute de silence nous épargne 5 minutes d'inutile ratiocination. La pénétration de notre esprit augmente dans le silence. 5. Le rappel conscient. Prenons d'abord un livre dont le texte soit très simple. Plus tard, des livres plus difficiles. Lisons un paragraphe, fermons les yeux et répétons ce que nous venons de lire mentalement, puis à haute voix, et finalement par écrit. Comparons ensuite le paragraphe écrit avec le texte imprimé. On peut apprendre pas mal de choses des fautes commises. Qui s'exercera ainsi plusieurs fois par jour pendant un certain temps s'apercevra que la reproduction d'une idée devient de plus en plus facile et qu'en même temps augmente sa capacité de traduire une pensée en paroles. 6. Prise de position. Cet exercice complète le précédent. Après avoir répété par écrit ce que nous avons lu, exerçons notre jugement en extrayant de ce texte un point de vue complètement opposé et inscrivons-le brièvement pour le justifier. Recherchons ensuite comment et en quoi ces deux points de vue peuvent se rejoindre ou ce qu'ils ont de commun, et inscrivons-le également, ajoutant ainsi la synthèse à la thèse et à l'antithèse. 7. Exercice de définition. Cet exercice est le meilleur moyen de se former des conceptions claires. La plupart des gens pensent en images confuses et embrouillées. Dès qu'on leur demande « Que voulez-vous dire par là ?», ils perdent pied. Il faut éviter d'exprimer des hypothèses là où une certitude est possible. Nous mettons de l'ordre dans notre vie mentale en nous exerçant à définir les choses. Définir veut dire expliquer, délimiter, nommer une chose par son nom, établir une conception claire qu'on puisse saisir. Comprendre, c'est-à-dire exprimer en un mot essentiel ou en une image le contenu effectif d'une idée, d'une affaire, d'une situation. Les définitions les plus simples sont celles qui expriment des données utiles. Les plus difficiles, celles des notions abstraites. Les définitions de métier appartiennent au premier groupe, des définitions faciles. Indiquez dans une phrase le but ou la caractéristique principale du métier que vous exercez et faites-le sans subtilité inutile. Exercez-vous ensuite à définir des notions courantes telles que chemin de fer, pensée, fenêtre, livre, lampe, maison, être humain, commerce, maladie, amour, idée, etc. En aiguisant nos définitions, nous augmentons notre capacité de penser logiquement et pratiquement. Nous prendrons l'habitude de nous demander, au sujet de chaque objet, quels sont les éléments essentiels, quels sont les signes particuliers d'une situation ou d'un état, quelles sont leurs causes et leurs effets. Nous arrivons de cette façon à avoir un jugement personnel, une façon de penser indépendante et claire, une capacité plus grande de comparaison et d'observation, et une supériorité sensible sur ceux qui n'ont pas appris à penser. Comment éviter les erreurs de pensée ? Il est indispensable pour éduquer une faculté d'écarter ce qui fait obstacle à son plein développement. Il s'agit ici, avant tout, de connaître quelles sont les fautes de pensée,
afin de les éviter et de les surmonter. Car de ces fautes résultent des erreurs de raisonnement, des inhibitions psychiques et l'incapacité de réussir. Il est possible de les éviter en observant les règles suivantes. 1. Ne rien tenir pour difficile. Beaucoup de gens ont tendance à tout considérer comme difficile et à le rendre par cela même difficile. Ils considèrent aussi le présent enseignement comme difficile. Il est en réalité simple, facile et compréhensible pour tous ceux qui obéissent à l'exhortation du grand connaisseur des âmes qui était le Christ. Devenir comme un enfant non déformé, libre de toute idée préconçue, de tout préjugé, de toute crainte. Toute tâche est aussi facile qu'on l'envisage. 2. Ne jamais douter de soi ou hésiter. Certains sont soucieux de savoir si ce qu'ils attendent ou affirment va se produire. De telles préoccupations proviennent de la crainte non avouée d'un échec. Cette crainte annule à son tour l'affirmation et attire le contraire qui est justement ce qu'on redoutait. Aucun succès n'est possible sans confiance en soi, amour de son destin et affirmation absolue de sa victoire. 3. Avoir de la patience. Peu de gens savent attendre. Ils ont peut-être remarqué que quelqu'un d'autre est arrivé extraordinairement vite à une nouvelle situation en pensant et en agissant correctement et voudraient récolter aussitôt les fruits de leur façon de penser positive. Cela n'est pas toujours possible. Nous pouvons créer par notre pensée correcte les conditions propices à la réalisation de nos désirs, mais nous pouvons rarement prévoir l'heure et le jour où agira l'enchaînement des causes mises en mouvement. L'impatience entraîne souvent le doute et la crainte, ou encore la précipitation, la crispation, toutes choses qui éloignent le succès. 4. Éviter les idées préconçues et les préjugés. La source de beaucoup d'échecs est la tendance à juger une chose avant de l'avoir examinée à fond et à prendre des décisions sans être bien informé. Il faut s'efforcer de penser par soi-même et objectivement. Les préjugés sont généralement le produit dégénéré de pensées étrangères, nourries par notre paresse mentale et qui s'insinuent entre nous et la chance. D'autres préjugés sont produits par la passion et sont tout aussi nuisibles. Nous avons tendance, quand nous sommes irrités ou troublés, à considérer comme réel ce qui est agréable et comme faux ce qui est indésirable. 5. Veiller à avoir des idées claires. La plupart des gens se contentent de notions vagues ou confuses, échos lointains de pensées étrangères. Ils attribuent aux choses et aux circonstances un sens qui ne leur convient pas, et cette évaluation erronée les conduit aux échecs et aux faux pas. Il faut s'exercer à penser par soi-même, et à aller jusqu'au bout de sa pensée, à éviter les illusions volontaires, les preuves peu solides, les conclusions erronées et à multiplier sans cesse ses connaissances et ses certitudes. 6. Détruire les superstitions. Ce que nous nommons superstition peut être, dans certains cas, la foi instinctive en une réalité intérieure transcendante connue par intuition. Elle est alors positive et utile. Mais en général, c'est une fausse croyance qui n'est pas fondée sur les faits, mais repose au contraire sur des récits incontrôlés, des espoirs ou des craintes imaginaires. Il en est de même pour les croyances religieuses. La véritable religion n'est pas quelque chose qu'il faut tenir pour vrai, mais un acte, une manière d'agir. La religion est vie, la superstition est tout le contraire. Un brouillard d'idées dans lequel on tourne en rond sans jamais arriver au but, à l'autoréalisation créatrice. La religion apprend à penser par soi-même, à faire sa propre expérience de Dieu. La superstition, au contraire, intoxique les gens par des suggestions creuses dont la vérité n'a jamais pu être démontrée parce que c'est impossible. Il faut apprendre à chasser de sa pensée ces fantômes imaginaires, en se tournant vers la lumière de la vérité. Il faut s'habituer à vérifier toute affirmation étrangère, à déceler les conclusions erronées,
dans les idées des autres et veiller à ne pas s'y laisser prendre. 7. Éviter la tension excessive. La détente intérieure est une des conditions essentielles d'une manière de penser efficace. Tant que notre pensée est possédée par des soucis ou crispée, notre force intérieure ne peut s'épanouir librement et servir à la réalisation de nos ambitions. On suivra à ce sujet les indications de la 5e semaine concernant les exercices de détente. 8. Écarter les idées importunes. On y arrive en concentrant ses sentiments et son intérêt uniquement sur l'objet qui nous occupe et en reconnaissant la nullité des pensées qui nous troublent. On arrive généralement à avoir raison d'une idée gênante en évoquant et en retenant l'idée contraire. Plus on s'attache au côté agréable de la nouvelle pensée, plus rapidement la pensée gênante quitte le champ de la conscience. La connaissance des causes de ces différentes erreurs nous permettra dorénavant de les éviter. Il en est de même des obstacles de la pensée, que nous allons commenter brièvement. Les difficultés de la pensée et leur abolition. On arrive à abolir tout ce qui entrave la pensée, tout comme on peut éviter les fautes et les erreurs de pensée. Il faut expulser impitoyablement de la conscience tout ce qui fait obstacle à un mode de pensée efficace, qui est la garantie de notre succès. Les fonctions intellectuelles sont ralenties ou troublées chez quelqu'un d'inhibé. Sa capacité de saisir les idées est plus étroite. Il entend des mots sans vraiment comprendre leur sens. Lit sans bien se rendre compte de quoi il s'agit. Tout lui semble pénible, tout le paralyse, l'oppresse, le rend hésitant, indécis et incapable de faire ce qu'il a à faire, ou même d'opposer une résistance. Voyons de plus près les principaux obstacles de la pensée. 1. La paresse d'esprit. Nombre de ces difficultés ne sont que de la paresse d'esprit déguisée. La plupart des gens ont en eux une tendance naturelle à l'immobilité, un penchant à penser superficiellement, ce qui ne demande aucun effort. Lorsqu'ils ont une heure de loisir, ils préfèrent en jouir sans rien faire plutôt que de le consacrer à une activité profitable. Ils préfèrent laisser les choses suivre leur cours, plutôt que d'y réfléchir et de se trouver en face de perspectives désagréables. L'homme qui attire le succès réagit tout autrement. Il aime éprouver sa force contre une résistance. Il lui lance un défi. Et maintenant, à nous deux. Et trouve dans l'action une vigueur nouvelle, inconnue des désirés. 2. Façon de penser timorée. Nombre de notions, habitudes, coutumes et croyances qui nous ont été, pour ainsi dire, inoculées dans notre enfance, sont devenues autant de chaînes que nous traînons péniblement. Nous devons arriver à nous débarrasser consciemment de ces entraves en reconnaissant l'inanité de conceptions étrangères à notre nature, les chasser de notre moi conscient, qu'elles aillent chercher fortune ailleurs. La pensée de l'enfant est profondément influencée par ses éducateurs. Nombreux sont ceux qui se sont arrêtés à ce stade infantile. Ils continuent à penser comme ils étaient forcés de le faire lorsqu'ils étaient enfants. Il s'agit donc de tirer au clair ce résidu de pensée fausse, de l'abandonner derrière soi avec le vieil homme qui doit être vaincu en nous, et de nous libérer de toute contrainte mentale, car nul ne peut être heureux s'il ne réfléchit pas par lui-même et ne marche tout seul. 3. Les obsessions. Le fanatisme, les idées fixes, les obsessions qui se sont infiltrées dans notre esprit, comme la carie dans une dentition négligée, sont les ennemis mortels de toute pensée indépendante. Celui qui est persuadé, par exemple, qu'un certain régime alimentaire ou que les croyances d'une quelconque secte sont les seules garanties de bonheur, a l'esprit rétréci, au point qu'il fait rarement de sa vie une réussite. On arrive à briser ces entraves par une façon de penser correcte. Tant qu'on ne sera pas encore tout à fait sûr de soi, il vaudra mieux éviter de fréquenter les gens d'esprit paresseux, les personnes superstitieuses ou sectaires, qui vous entraînent à ne pas penser du tout. Nous ne devons jamais nous laisser dominer par des pensées qui détournent de la vie, ou lui sont hostiles, ne jamais leur permettre d'envahir et d'occuper notre conscience et d'y jouer leur jeu néfaste. Nous arrivons à surmonter et à maîtriser par une façon juste de penser les conceptions qui cherchent à nous entraver,
si nous reconnaissons qu'elles sont, au fond, des créations de notre propre pensée, et qu'elles sont à notre merci, et non pas nous en leur pouvoir. Les inhibitions psychiques que nous apprendrons à surmonter plus loin sont elles aussi des entraves à la pensée. Si nous le reconnaissons clairement et prenons l'habitude de penser d'une façon correcte, nous cesserons très vite de rougir pour un rien, d'avoir le trac en public, de bégayer ou de bafouiller et d'être la victime d'une obsession quelconque. Vous êtes-vous jamais observé au moment de votre réveil? Tant que vous gardez les yeux fermés, les dernières images de vos rêves s'agitent dans votre tête, comme si vous assistiez à une scène extérieure. Dès que vous donnez de la lumière, tous ces fantômes disparaissent. Mais la représentation continue dès que vous refermez les yeux. De même, dès que nous fermons les yeux sur la vie et nous occupons de nos pensées inquiètes, elle se joue de nous, alors que nous avons peut-être l'illusion de jouer avec elle. Dès qu'on ouvre les yeux, dès qu'on dirige son regard sur une tâche, un devoir, un travail, et qu'on commence tout bonnement à agir, les fantômes des entraves intérieures s'évanouissent. L'obstacle réapparaît si nous nous arrêtons pour ratiociner ou rêvasser au lieu de regarder d'une façon consciente devant nous. Mais celui qui le veut peut exercer là ses forces intérieures et les dompter. Peu à peu, elles nous écoutent, nous obéissent, comme le balai obéit au commandement du maître dans l'apprenti sorcier de Goethe. Nous pouvons donc chasser à volonté les fantômes du rêve. L'homme dominé par une idée fixe pense comme en rêve, mais il n'est pas conscient de son sommeil, ni de la possibilité qu'il a d'ouvrir les yeux et de chasser les spectres. Le but de la nouvelle science de la vie est de le réveiller et d'en faire le maître de ses rêves. Elle lui montre qu'il n'y a pas d'entrave à la pensée, pas de désarroi dont il ne puisse venir à bout, tôt ou tard, par ses propres forces.